Arnaud Montebourg est de retour. L'ancien ministre n'est pas candidat à ce stade, mais il se dit disponible. Il appelle à un sursaut de la gauche populaire et pour une candidature unique. Il relance l'intérêt par sa tribune au Monde et voici sa première intervention télévisée depuis ce retour. Arnaud Montebourg, bonsoir. Bonsoir, monsieur Rochebin. Un mot d'abord de l'actualité immédiate, très rapide. Cette sentence contre l'homme qui a agressé le président de la République atteint l'Ermitage, 4 mois ferme, 14 mois avec sursis, interdiction d'une fonction publique à vie, des droits civiques 3 ans. Quel sens est-ce que vous donnez à ce jugement ? Une sanction liée à la commission d'une infraction pénale spectaculaire qui pourrait donner des idées à d'autres. Donc il y a une part d'exemplarité dans la peine. Je ne commande pas les décisions de justice, car vous savez que la justice prend des décisions en toute indépendance. Donc je ne vais pas commencer à refaire la décision à la place des magistrats. Ils ont décidé, l'intéressé peut faire appel. Je crois qu'il faut condamner, à tout le moins humainement, politiquement, moralement, cette attaque. Il ne s'agit pas de faire le café du commerce, chaque personnage est un cas particulier, mais enfin quand on met bout à bout le côté anti-système, pas révisionniste, mais il est contre la censure, il invoque les gilets jaunes, il se dit patriote, fascination des ordres totalitaires, c'est le drapeau soviétique chez son copain. Tout ça, ce côté un peu anti-système, est-ce que ça révèle quelque chose d'après vous ? Ça montre finalement que dans la société où se construisent des tribus qui s'isolent, qui fonctionnent de façon autonome grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux, il y a aujourd'hui de moins en moins de dialogue, de compréhension mutuelle. Notre pays doit reprendre la discussion. On n'est pas d'accord, et alors ? On s'est affronté sur beaucoup d'idées, de projets, et alors ? On a besoin de s'unir pour trouver des compromis. Les compromis, c'est la vie. Dans votre vie sentimentale, dans l'éducation de vos enfants, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, dans l'association avec qui vous militez, dans le conseil municipal où vous siégez. On a une recherche de l'altérité, celui qui ne pense pas comme vous et avec qui vous devez engager la discussion, le dialogue. Est-ce qu'il y a là maintenant Ce pays une dérive n'organise. haineuse ? Est-ce qu'il y a une dérive haineuse ? Il y a une dérive violente de règlement de compte à tous les étages. À tous les étages. Donc je crois que la démocratie aujourd'hui ne fonctionne pas bien. L'affaire des Gilets jaunes l'a montré. Quand vous avez des centaines de milliers de personnes en chasuble jaune qui sont des Français qui souffrent de leur fin de mois difficile, qui prennent le temps de se rassembler, et des gens honorables, de se rassembler autour des ronds-points, et qui disent « nous voulons des référendums d'initiative citoyen parce que nous voulons reprendre le contrôle sur une démocratie qui nous a été volée », je crois qu'il y a là un malaise. Lorsqu'il y a 30 000 cahiers de doléances dans ce pays, qui n'ont pas été lus par le pouvoir, qui ont été enterrés dans les caves des archives nationales, mais il faut les lire, les verbatims, lire ces cahiers, que je suis allé faire ce travail, c'est extrêmement Vous allez nous important. en parler, ça nous amène à un mot qui est très frappant dans votre tribune, c'est le mot populaire. Vous plaidez, la tribune du Monde qui a beaucoup frappé les esprits, pour un bloc populaire. C'est ce mot-là qu'une partie de la gauche ne prononce plus. Est-ce que, d'après vous, il y a eu un abandon ? D'abord, la crise financière et la crise Covid, qui la paye ? C'est les classes populaires et classes moyennes qui ont été oubliées de l'économie et de la politique, écrasées par l'économie pour certains, et oubliées de la politique. Aider beaucoup aussi. Aider aussi, on l'a vu notamment pour la restauration, les aides très massives qui ont permis... Ça, vous parlez des derniers événements, mais il y a une étude très intéressante d'un cabinet qui n'est pas soupçonnable d'être mélenchoniste, qui s'appelle McKinsey, qui a étudié ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. 580 millions de ménages dans l'OCDE. Donc ce n'est pas propre à la France. C'est propre à toutes les sociétés occidentales, ont vu le pouvoir d'achat diminuer ou stagner. 72% des ménages. Dans la décennie d'avant, c'était seulement 10 millions d'entre eux. Donc vous voyez l'appauvrissement général. Donc ça a donné quoi ? Le Brexit, Trump, l'AfD en Allemagne, Salvini en Italie, Le Pen chez nous. Ce sont des gens qui ont été abandonnés par les politiques néolibérales de la mondialisation présentée comme heureuse, dans laquelle notre seul projet, le projet de M. Macron, était de nous adapter. On reparlera d'Emmanuel Macron. Vous dites et vous citez des exemples que cette dimension sociale, en réalité, ça a été une machine à gagner. Et vous citez les précédents. François Mitterrand, bien sûr, 81. Chirac, la fracture sociale. Sarkozy, travailler plus, gagner plus. Hollande, contre la finance.
Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut se gagner là-dessus en 2022? Je dirais que le corps central du pays qui fait l'élection présidentielle se positionne sur des intérêts qui sont ceux du plus grand nombre. Pas des débats sur des questions qui concernent des problèmes minoritaires. Mais les aspirations du plus grand nombre, c'est les salaires, le pouvoir de vivre, le droit de se loger, de se transporter sans se ruiner. Est-ce que c'est la méthode Clinton? Vous vous souvenez, le post-it, il avait mis de l'économie stupide et puis il se le mettait quasi, enfin il le mettait face à lui, hein, le post-it pour dire c'est ça le sujet. Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, le pays, il est à droite sur les questions régaliennes, si on résume la situation. Mais il est à gauche sur les questions économiques et sociales. Quand vous regardez l'agenda des réformes qui s'est déroulé depuis des années, qui a payé le prix des crises successives? Toujours les mêmes. Ouvriers, employés, agriculteurs, petits patrons, artisans, eux ont pris tout ça en pleine figure. Oubliez cela. Et ce sont donc ceux-là qui font l'élection présidentielle et qui sont en train de se jeter dans les bras de la famille Le Pen. Précisément, est-ce qu'on est en train, certains, y compris dans votre camp, la gauche, de mépriser ces personnes-là parce qu'elles se rapprochent du Front National? Est-ce qu'il y a une forme de mépris de classe ou d'élite? Alors pour moi, le mépris de classe, c'est celui exprimé par l'actuel président de la République. Mais c'est pas celui-là dont je vous parle, c'est le mépris de certains milieux qui disent voilà, ça c'est le peuple. Non, mais c'est le mépris exprimé par le président de la République. Ça, il y a un mépris de classe, hautain et arrogant, consistant à dire ceux qui ne sont rien. Vous savez, les illettrés, les fainéants, traverser la rue, il me coûte un pognon de dingue. Toute le florilège des expressions du président de la République convergent vers ce mépris. Et puis il y a eu pour la gauche, Hollande et les Sandans, est-ce que c'était déjà ça? Mais ça ressemblait un peu. Et c'est un peu ses cousins, hein, tout ça. Est-ce que c'est pas l'arrière-pensée de beaucoup de gens en France? C'est un milieu de la France où il y a tellement d'élite, tellement d'élitisme, tellement de corps relativement protégés par rapport au peuple. Regardez quand même les choix politiques qui ont été faits. J'ai quitté le gouvernement sur la question de l'austérité infligée aux classes moyennes et classes populaires. Et quand on regarde l'agenda, la réforme du chômage, il y a quand même aujourd'hui dans la société des gens, il y a 1 200 000 personnes qui vont perdre entre 300 et 400 euros par mois. La réforme des retraites, qui va la payer? La facture du quoi qu'il en coûte, nous apprenons de Bercy que le RDS, la cotisation sur la dette sociale, risque d'être prolongée jusqu'en 2042. Donc on voit bien qui paye la crise. Populaire ou pas, Arnaud Montebourg, je vous donne un exemple qui est assez étrange, mais qui sans doute peut faire réfléchir. Ce sont ces attaques sur les visages des candidats du Rassemblement national, souvent lors des départementales, attaques sur le physique. Vous les voyez ici, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux, de beaucoup de gens qui laissent entendre, voilà, au fond, ils n'ont pas de personnel politique, et puis on s'en prend évidemment à leur physique pour dire, voilà, là on n'est pas du tout dans le personnel politique qu'on peut voir dans d'autres partis. Il y a une particularité Rassemblement national. Est-ce que ce type d'argument est dangereux? Est-ce qu'il est, selon vous, à double tranchant? Pour moi, il est inacceptable. D'abord, je vais vous dire, la citoyenneté, tout le monde peut l'exercer. Voilà, tout le monde peut l'exercer. Et surtout, j'ai créé avec des amis une école qui s'appelle l'école de l'engagement pour permettre à des ouvriers, des gens qui n'ont pas la capacité ou n'ont pas appris dans leur vie à s'exprimer au nom des autres, à devenir porte-parole de ceux qui leur ressemblent. Aux États-Unis, on se moquait des petits blancs, et puis c'est Trump qui a gagné. On a beaucoup dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Et en 2016, il a gagné. Est-ce qu'on risque d'avoir quelque chose de ça en 2022? Il y a une fracture culturelle dans notre pays qui recoupe une fracture sociale et qui recoupe une fracture territoriale. Il y a un penseur anglais qui est assez extraordinaire, qui s'appelle David Goodhart, qui a dit les deux clans. Il y a ceux qui sont là, de là. Alors, par exemple, moi, je suis de Bourgogne. Voilà, mais en même temps, je parle plusieurs langues, je voyage. Et ceux qui ne sont plus de là, mais qui sont d'ailleurs. Et donc, cette confrontation culturelle, il y a une géographe qui a écrit quelque chose que moi, j'approuve tout à fait. Moi qui suis aujourd'hui entrepreneur dans l'agriculture, dans la petite industrie, je dois vous dire, cette géographe s'appelle Valérie Joussaume. Elle a écrit un livre qui s'appelle La Plough Pride, c'est-à-dire la fierté d'être ce que nous sommes, là où nous sommes, d'où nous venons. Et je la partage. Elle va jouer la Plough Pride, là, à ces élections? Non, parce que je pense que la considération que nous devons à nos compatriotes, à nos concitoyens, quels qu'ils soient, le rassemblement que nous devons faire du bloc populaire pour
aujourd'hui changer la vision que nous avons de la politique. La politique, c'est celle pour le plus grand nombre, les salaires. Quand est-ce qu'on en parle? Quand est-ce qu'on en parle? La gauche n'en parle plus. Comment faire front? C'était très frappant hier dans le débat animé par David Pujadas. C'est des gens de tous les camps qui refusaient d'entrer en matière sur le second tour, sur un front républicain. Est-ce que c'est dangereux? Je ne comprends pas votre question. Aucun ne voulait dire oui, face au Rassemblement national, on soutiendra le candidat qui est le mieux placé. Écoutez, tant qu'il n'y a pas eu le vote du premier tour, la question ne se pose pas. C'est un peu jésuite, ça. Non, c'est une réalité. Sauf si vous décidez quel est le résultat du deuxième tour. On dit si, on a le droit. Oui, et puis on peut répondre, on verra. Voilà. Hein, on peut. Quand vous voyez un Raphaël Enthoven qui dit, il a l'argument de 19h59, c'est son tweet, hein, ça a beaucoup frappé sur les réseaux sociaux. Je peux encore changer d'avis, mais je crois que s'il fallait choisir entre les deux, si le vote blanc n'était pas une option, j'irais à 19h59, c'est le côté -1, voter pour Marine Le Pen en me disant sans y croire plutôt Trump que Chavez. Qu'est-ce que ce tweet révèle selon vous? Une sorte de basculement de la classe intellectuelle bien pensante vers le Front National. Voilà ce que ça veut dire, puisqu'il explique qu'il faut voter Marine Le Pen. Bon, c'est son choix. Moi, je ne commande pas les tweets, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Mais vous me permettrez de revenir sur les questions tout à fait essentielles. On y revient. Non, mais là-dessus, sur les lignes qui bougent, Jean-Luc Mélenchon, voilà, vous l'avez pratiqué. Il s'est passé ces derniers jours quelque chose de très frappant. On va pas faire Noël là-dessus, mais enfin quand même quelques mots là-dessus. Quelque chose de très frappant. Vous l'avez connu quand, Jean-Luc Mélenchon? Il y a longtemps, au Parti socialiste. Tribun exceptionnel, homme extrêmement cultivé. Mais c'est aussi celui des déclarations accusé de complotisme ces derniers jours, celui des confrontations avec les policiers et autres. Qu'est-ce qui s'est passé chez lui, selon vous? Je crois que Jean-Luc Mélenchon, s'il veut devenir président de la République, il va falloir qu'il s'y prenne autrement. C'est-à-dire non pas creuser des tranchées autour de lui et tirer sur tout le monde, accuser la terre entière, mais au contraire, se tourner vers autrui et chercher à rassembler. Sinon, c'est construire une secte. Et le problème aujourd'hui de la gauche, c'est qu'il y a des comportements sectaires de sa part. Parce que comme il est, paraît-il, le mieux placé, mais il est surtout le plus mauvais candidat face à Marine Le Pen. Il y a eu un sondage, une enquête d'opinion montrant qu'il serait battu à 60% par Mme Le Pen. Donc quelle est l'utilité d'une candidature que de, si elle réussit, d'être battue par Marine Le Pen? Rien. Elle est même catastrophique. Vous avez parlé de compromis, vous avez parlé de plus grande référence à l'économie. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? On a compris ce que vous disiez. À ce stade, non, vous n'êtes pas candidat. Hein, mais qu'est-ce qui vous manquerait pour faire le pas? Écoutez, d'abord, je crois qu'il manque du temps d'imposer un autre récit de réconciliation nationale autour d'une force populaire centrale qui fait l'élection présidentielle et qui doit être prise en considération. Ce n'est pas pour rien que je vous parle de la question des salaires. La gauche, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a proposé le revenu universel. Donc quand les gens demandent du travail, on leur propose des allocations. D'ailleurs, souvent l'aumône. D'ailleurs, j'ai été frappé, j'ai visité un territoire zéro chômeur avec l'un de ses créateurs. Et il a dit une chose très juste. Il a dit, les gens cherchent un travail, on leur propose d'être allocataire chômage. Proposons-leur un travail avec cette allocation chômage. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, cette vision de l'amour du travail, et non pas de la fin du travail, doit être la nôtre. Premièrement. Deuxièmement, le prix du travail, c'est-à-dire le droit de gagner sa vie en travaillant. Et cette fierté qui en découle, moi je suis désolé, la gauche organise la redistribution. Donc c'est souvent le concours Lépine des impôts nouveaux. Je ne suis pas contre. Il faut sortir de ça. Je pense que la première des rétributions, c'est celle du travail dans l'entreprise. Donc j'ai une proposition à faire. Je suis pour le dividende salarié. On distribue des dividendes, et pourquoi on ne le distribuerait pas aussi aux salariés, qui pourraient d'ailleurs parfaitement être actionnaires? Et dans des proportions bien plus importantes. C'est la promesse du gaullisme social. C'est une forme de participation. Mais beaucoup plus élevée que celle qui est aujourd'hui, il y a un maximum légal de 10%, je crois. Et donc, qui serait tout le monde entrepreneur, un peu, tout le monde investisseur. Pas investisseur, en tout cas associé aux intérêts de la marge de l'entreprise, à la réussite
de l'entreprise, quand ça marche, pourquoi les salariés qui ont participé par leurs efforts, leur ingéniosité à la réussite ne pourraient pas participer? Ça, c'est le côté entrepreneur. Chez vous, je vais ressortir une image, pardon, vous devez en avoir plus qu'assez. Ça fait bientôt 10 ans qu'on vous la ressort, mais c'est évidemment vous, en marinière, en une du Parisien. Alors, c'est devenu un logo, on peut en sourire tant qu'on veut, mais le fait est que c'est devenu un logo. Alors, moi, j'avais oublié, c'est Moulinex, hein, le robot. Moulinex. Voilà. Oui, Tout ça est Moulinex, c'est 100% français. Herbelin la montre et Ah Armor ouais, Lux on la trouve les montres de marinière. tout à l'heure. Ça a 10 ans, cette une. Aujourd'hui, quel est son sens? Mais elle est, c'est vrai, finalement devenue un mouvement de société Ouais. qui m'a totalement dépassé. Moi, j'ai lancé à travers ce symbole où finalement le ministre de l'Industrie veut défendre par des symboles la marinière, l'industrie française. Et puis finalement, tout le monde s'en est plus ou moins emparé. Vous racontez dans l'engagement qui voulait d'abord vous faire poser en slip Oui, français. je leur ai Voilà, dit. ça va un peu loin. Je pense. Vous avez raison. Je ne suis sans pas doute. apte à ce genre d'exercice, Ouais. je ne vais pas le faire. Mais la marinière a beaucoup de sens. C'est celle de Pablo Picasso, de Jean-Paul Gaultier, de l'armée française, de la marine nationale. Ouais. Donc ça dit beaucoup de choses. Si on va dans l'autre sens, Pourquoi c'est un mouvement de société, M. Rochebin? Parce que tous les Français, maintenant, quand ils utilisent leur carte bleue, ils votent avec. Ils votent chinois, ils votent français. Et ils demandent, moi, combien de gens dans les supermarchés, je vais faire mes courses, ou là où j'ai du miel bleu, blanc, ruche, ils me disent « Ah, c'est du miel Origine France garantie, on regarde les étiquettes, on travaille maintenant, on fait travailler notre cerveau quand on est consommateur. » Parcours original par plein d'aspects. Vous avez été homme de ménage, vous êtes entré en politique, sorti de la politique, l'expérience de l'entreprise, les ruches, etc. Ce serait très long de raconter tout cela. Est-ce que les Français aujourd'hui sont preneurs de cela, de profils plus atypiques? Je ne sais pas, il faudrait le leur demander. Ce que je sais, c'est que l'expérience de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, permet justement de construire le compromis tous les jours, avec des intérêts qui sont forcément opposés, mais qui en même temps se concilient. Moi, je trouve que la vie politique est destructrice. La vie entrepreneuriale est constructive. On construit des projets, on les concrétise, et ça donne du travail aux gens. Et il faut lire, pardon, je reviens à votre livre, parce qu'effectivement, vous racontez à quel point, dans les entreprises, voilà, les choses très vite se sont développées. Dans l'État, c'était beaucoup plus compliqué. J'aimerais revenir à ça, parce que quand même, il faut vous lire, y compris pour de mauvaises raisons. Vous êtes un flingueur. Il y a des pages vraiment à la Rochefoucauld d'une méchanceté épouvantable contre Manuel Valls. Vous exagérez. Non, je vous flatte. Vous Elles voyez. sont grinçantes. Oui. Vous dites face à Hollande, il a passé des heures à mentir, à flatter. Il a fallu ramper, se laisser humilier. Vous parlez des questions économiques dont il n'a aucune connaissance. François Hollande, grosse suspicion que ce soit vous qui ayez inventé le surnom Flamby. Vous êtes très sévère aussi à son égard. Et puis Macron, peut-être c'est là où vous êtes le plus dur. Vous dites théâtreux. Vous dites c'est un homme de théâtre. Pourquoi? Parce qu'il se déguise. D'ailleurs, il change souvent de costume, de discours, d'apparence, mais finalement, ses choix politiques restent toujours les mêmes. Ce ne sont pas les miens. Donc finalement, il s'est lui-même démasqué à force de prendre des masques successifs différents. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du compromis que vous appeliez de vos voeux vous-même au début? Je ne crois pas qu'il y ait de compromis de son côté. Il y a beaucoup de brutalité, comme sa politique l'a montré. Quand ça? Quand vous regardez l'agenda de ces réformes, l'ISF, pour servir ceux qui l'ont mis au pouvoir, toutes les réformes qui se sont succédées, ce sont des réformes qui ont été payées par toujours les mêmes, ceux dont ces phrases ont souligné qu'il avait du mépris, qu'il exprimait du mépris contre tous ces gens. Moi, je suis désolé, je suis du côté de ces gens. Voilà. J'en viens. Moi, je suis né à Clamecy, dans la Nièvre. Mon père était inspecteur des impôts. Ma mère était professeure d'espagnol. Mon grand-père était boucher. L'autre, militaire. Il était sergent dans l'armée. Et je considère que tout Français a droit à la considération. Est-ce que l'envie d'être candidat, vous l'avez? L'envie, c'est pas ce qui manque. Mais il faut être réaliste. Il faut servir à quelque chose. C'est un bon début. Je voudrais vous dire que ma préoccupation, c'est que si le pays est en train de basculer dans les bras de la famille Le Pen, si je peux faire quelque chose, je le ferai. Elle peut vraiment gagner, selon vous. Ça, c'est au cœur de votre argumentation. Je crois que tous les clignotants sont allumés, n'est-ce pas?
Vous en êtes aperçu vous-même. Ah. Monsieur Rochebin, vous êtes un fin Oh. observateur. C'est vous qui me flattez cette fois. Chacun son tour. On a beaucoup dit de vous, côté dandy, un peu dilettante, ce parcours un petit peu, voilà, j'ai pris des libertés. Voilà. Vous connaissez le test du riz de veau, on dit que c'est Alain Minc qui fait ça. Hein. Quelqu'un qui a trop envie de s'attarder à table, de profiter de la vie, de manger du riz de veau à la crème, etc. Il ne sera pas président. Est-ce que vous aimez le riz de veau, vous? Un peu, j'en abuse jamais. Ouais. Voilà, vous voyez, ça reste modéré. La dureté d'une campagne, vous seriez prêt à l'affronter? Écoutez, j'ai connu beaucoup dans ma vie publique ou même professionnelle. J'ai été avocat pénaliste. Je sais la dureté des verdicts, la Donc dureté du prêt. métier. Donc vous êtes prêt? Je connais la vie, je l'ai apprise de diverses manières. Ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas moi. Le sujet, c'est mon pays et la façon dont nous allons contribuer à faire en sorte qu'il prenne un chemin qui soit un peu le nôtre, qui reste un peu le nôtre, celui de la République et de ses enfants. Arnaud Montebourg, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup. Je remercie Laurie Madil, Enora Lemerdi, Nicolas Conter, Clémence Monet-Frisch qui ont préparé cette émission. Tout de suite, la soirée continue. Le documentaire La Reine Elisabeth, le destin d'une reine. Très belle soirée sur LCI.